Bonjour à tous et bienvenue pour ce second numéro sur les ILS et la place de Paris. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet ô combien intéressant et d'actualité, la finance durable et la réglementation ou les réglementations ESG. Alors pour ce faire, aujourd'hui, parmi nous, nous avons Clarisse Buis. Bonjour Clarisse. Bonjour Mathieu. Tu es juriste senior au sein du groupe CCR. Oui. Nous avons également François Divet. Bonjour François, tu es directeur des ILS chez AXA IM. C'est ça, bonjour Mathieu. Sébastien Jallet, bonjour Sébastien. Donc, pour ta part, tu es directeur des investissements au sein du groupe CCR. Exactement. Et, il faut aussi bien te confirmer. Et Gwendal Pounier, bonjour Gwendal. Donc, toi, tu es bonjour, directeur Mathieu. de la souscription chez AXA Climate. Tout à fait. Très bien. Alors, afin de commencer un petit peu sur ce sujet ô combien passionnant, j'ai envie de commencer par toi, Sébastien. Et voilà, si tu peux nous raconter un petit peu dans les grandes lignes, on y reviendra par la suite, sur qu'est-ce que l'ESG et finalement comment ça impacte ton activité dès maintenant, enfin, dans ton quotidien. Oui. Donc l'ESG, c'est quelque chose qui devient véritablement très important dans les processus d'investissement, qui devient un cadre qui est en train de se formaliser. Je pense que Clarisse en parlera un petit peu plus tard au niveau des réglementations qui sont en train de se mettre en place. D'ores et déjà, au niveau de la CCR, on s'est structuré pour avoir des processus d'investissement qui intègrent des éléments extra-financiers avec des métriques spécifiques que l'on suit. On a défini et structuré une politique ESG l'an dernier qui s'articule autour de 3 piliers, dont 2 sur le climat et 1 sur un pilier plutôt ESG, mais axé sur la transition sociétale. Donc voilà, c'est des choses qu'on essaye d'améliorer au long cours. Donc on prend en considération un certain nombre de choses au niveau des métriques ESG, dès lors qu'on envisage des investissements sur différentes classes d'actifs. On le fait toujours dans une optique d'améliorer et d'aller dans le sens de la politique ESG, c'est-à-dire de favoriser des investissements qui sont vertueux tant au niveau du climat que de l'ESG en général, donc sur des éléments tant d'environnement que sociétaux que de gouvernance. Aujourd'hui, ça représente à peu près quel point dans ton portefeuille les investissements ESG ? Alors les éléments ESG, donc c'est des choses qui ont évolué entre fin 2019 et fin 2020. On a eu une croissance relativement forte du poids des investissements ESG sur un an, puisque ça doit représenter à peu près 40%. On n'a pas exactement encore finalisé tous les chiffres, mais aujourd'hui, on est passé de un total d'actifs ESG. Donc il y a des fonds labellisés, des green bonds, un certain nombre de choses, dont des fonds qui ont une politique ESG formalisée. Au global, sur l'intégralité donc des investissements qu'on a tant côté CCR que CCRE, on est sur un montant d'investissement fin 2019 à peu près autour d'1,6 milliard. Et on doit être autour de 2,3 milliards, je pense, à fin 2020. D'accord, parfait. Et donc, vous avez des objectifs particuliers à atteindre dans un horizon court-moyen terme ou ça va suivre en fonction de... Donc, on a les objectifs, des engagements de progression, puisqu'on s'est engagé au titre de 2020 à investir au moins 20% des flux nets d'investissement sur des investissements ESG. Et ce qu'on a réalisé, même bien au-delà. Mais voilà, globalement, on essaye de progresser et dès qu'on pourra augmenter cette part ESG dans nos portefeuilles, qui représente déjà à peu près en grande masse 20% des investissements globaux, c'est des choses qu'on va améliorer dans le temps, qu'on a déjà commencé à structurer et qu'on a bien amélioré sur l'année 2020 et qu'on compte continuer à améliorer sur les années futures. D'accord, donc c'est déjà présent dans ton quotidien depuis quelques temps déjà. Parfait. Gwendal, donc là on a une vision un petit peu à l'actif, est-ce que toi, en tant que directeur de la souscription chez AXA Climate, au passif, tu as déjà pris des mesures ou est-ce que tu penses prendre des mesures, je sais pas, au niveau de la politique de souscription ou autre? Alors déjà, il faut rappeler que nombre de groupes d'assurance, et déjà depuis plus d'une dizaine d'années, ont tous adhéré au principe de l'assurance durable sous l'égide des Nations Unies.
Donc déjà beaucoup de normes de règles qui sont prises au niveau de la souscription pour ne pas intervenir sur certains secteurs, du moins panacher. Alors nous, on essaye à AXA Climate d'aller un cran plus loin, même si c'est un début pour l'instant, mais effectivement de voir comment on peut aller un pas plus loin dans le sens de s'engager, plus pour avoir de l'impact, pour favoriser l'éco-transition de certaines filières, notamment agricoles, et cela à travers des couvertures d'assurance paramétrique climatique, où bien sûr la discussion avec nos clients sur la compréhension de leur exposition climatique et comment eux souffrent de dommages par rapport à toutes les anomalies qui sont liées au contexte du changement climatique, on est capable donc de réaliser des solutions de transfert de risque, mais aussi d'aller au-delà, et même si c'est une part très minoritaire à l'heure actuelle de notre portefeuille, de pouvoir faire en sorte que s'il y a un paiement, parce que le contrat s'exécute, qu'on soit sûr que l'argent soit utilisé pour reconstruire d'une meilleure manière, plus adaptée aux défis à venir. Voilà, donc c'est un petit peu ces sujets sur lesquels on pense et qu'on prend en compte lors de la souscription. Est-ce qu'il y a une part de prévention malgré tout donc, qui est dans ce phénomène-là ou ça reste encore une... Non, la part prévention, elle est de toute façon inhérente à la relation assureur-assuré, de toute façon, parce qu'un assureur ne peut jamais prendre 100% d'un risque, et donc il y a forcément des mesures que doivent prendre les assurés. Mais là, on est quand même face à des défis qui nous dépassent, et c'est sûr que on pense que en tant qu'assureur, on peut s'engager pour aussi favoriser les transitions, soutenir certaines filières pour que justement aller vers des industries moins carbonées ou moins de chimie, et donc réussir le pari des accords de Paris. D'accord, donc il y a déjà quelques mesures qui commencent à être, on va dire, implémentées au sein d'AXA Climate. La réflexion avance, quoi. Exactement. Bon, très bien. François, du coup, ça serait également intéressant d'avoir ton point de vue en tant que le fonds ILS. Toi, dans ton quotidien, qu'est-ce que ça représente déjà? Est-ce que ce sont des opportunités? Est-ce que tu as des clients qui t'approchent avec cette problématique-là? Est-ce que tu peux nous en faire un petit peu part? Oui, bien sûr. Donc la partie ESG, juste pour resituer ça un petit peu dans son contexte, c'est un point très important pour AXA en tant qu'assureur, mais aussi AXA IM, et ça fait longtemps que ce sujet-là est développé au sein de la filiale de gestion d'actifs. Sur la partie ILS plus spécifiquement, il y a plusieurs demandes qui arrivent et qui sont concomitantes, en l'occurrence la régulation, dont on va parler probablement un petit peu plus tard avec Clarisse. Mais il y a aussi en effet des demandes des investisseurs de plus en plus importantes sur ces sujets-là, et ça vient d'un petit peu partout, notamment en Europe. Je dirais que les Américains sont un petit peu en retard là-dessus, à la fois en tant qu'émetteurs mais aussi en tant qu'investisseurs, même si la majorité de nos investisseurs sont en Europe. Il y a une vraie demande sur ces sujets ESG. À la fois sur éventuellement de l'exclusion, c'est-à-dire ne pas couvrir certains acteurs, notamment des corporates par exemple, qui seraient dans l'industrie du charbon, pour donner un exemple, mais on a aussi des demandes des banques privées pour des produits qui seraient labellisés potentiellement ESG. Donc c'est un sujet en effet qu'on traite nous depuis maintenant quasiment 2 ans. On a défini une méthodologie, on a implémenté des règles d'exclusion, notamment sur cette partie carbonée, mais aussi sur l'huile de palme, etc., au niveau des sponsors. Mais dans le marché des ILS, c'est vrai que la majorité des émetteurs ne sont pas des corporates, mais plutôt des assureurs ou des réassureurs. Et donc, on travaille beaucoup avec les courtiers, et peut-être que Quentin en parlera plus tard, pour avoir des informations sur les bénéficiaires ultimes. C'est-à-dire, quand on couvre un assureur qui est principalement sur du risque industriel ou commercial, au final, quelles sont ces industries qui sont couvertes pour pouvoir mettre un certain nombre de guidelines et, comme disait Gwendal, essayer de faire bouger l'ensemble du marché vers une économie qu'on considère plus verte ou plus avec des critères ESG qui correspondent à nos valeurs. D'accord, je comprends. Est-ce que ça veut dire également que quelque part, tu réfléchis à mettre en place une stratégie d'investissement qui soit ESG, donc d'avoir vraiment une classe d'actifs ILS ESG pour tes clients
à savoir s'il y a un cas de bond qui répond pas à tes critères selon les exclusions, de dire voilà, ça, on peut pas vous le proposer, mais on a vraiment ces cibles-là qu'on peut vous offrir. Oui, alors dans le cadre de la nouvelle réglementation, en l'occurrence SFDR, il y a un certain nombre de produits qui vont être classifiés dans des articles, article 6, article 8 et article 9. Et en fonction de la classification, il y aura des objectifs ESG plus ou moins importants. D'accord. Aujourd'hui, on est au niveau de l'article 6, en tout cas pour nos fonds, mais un certain nombre d'acteurs du marché essayent d'aller vers l'article 8, qui serait en effet plus contraignant et qui ne serait pas que basé sur ces règles d'exclusion au niveau des sponsors, mais qui intégrerait, par exemple, un rating ESG pour l'ensemble des investissements et les 4 bonds, par exemple, ou les investissements privés qui auraient un rating trop bas ne seraient pas éligibles dans le cadre de ces fonds. D'accord. Donc il y a des travaux là-dessus, en effet. Ok, parfait. Bon, de toute façon, on va revenir un petit peu sur la réglementation. Bon, on peut peut-être le faire éventuellement dès maintenant. Donc c'est vrai qu'on est d'accord que l'ESG, ça reste malgré tout une problématique mondiale, mais l'Europe se positionne en fer de lance aujourd'hui sur ce sujet-là. Est-ce que du coup, Clarisse, toi, tu pourrais nous donner une petite aperçu de la réglementation, on va dire française ou européenne, enfin un petit panorama de ce qui se passe et ce qui nous attend dans les années à venir? Oui, tout à fait. Alors, moi, je vais parler que de la réglementation qui est applicable aux assureurs et aux réassureurs, puisque j'ai exercé ma profession uniquement dans le monde de l'assurance et de la réassurance. Donc, je ne suis pas ni compétente ni légitime pour parler de la réglementation applicable aux sociétés de gestion. Et je pense que Vincent a beaucoup plus de compétences que moi pour parler de règlements SFDR, par exemple, ou des règlements taxonomie ou benchmark indice. En matière de réglementation, pour les assureurs et les réassureurs, qu'est-ce qu'on peut dire tant sur l'actif que sur le passif? Si on regarde la réglementation Solvabilité 2, pour le passif, il n'y a pas d'obligation de prendre en compte des critères ESG pour la souscription. Quand on regarde l'actif, c'est la même chose. On n'a pas d'obligation directe de prendre en compte des critères ESG dans sa politique d'investissement. Ce que la réglementation solvabilité demande lorsqu'un assureur ou un réassureur investit, c'est d'agir selon le principe de la personne prudente. Et à ce titre, il lui est demandé en fait de faire en sorte qu'il investisse dans des actifs qui ont 4 caractéristiques qui soient sûrs, liquides, disponibles, de qualité et aussi de rentabilité. Donc quand on regarde la réglementation Solvabilité 2 actuellement, en matière d'investissement, ce qui est poursuivi dans la réglementation, c'est la recherche d'un rendement financier afin que les assureurs et les réassureurs puissent répondre aux engagements vis-à-vis de leurs assurés ou des entreprises réassurées. Alors, s'ils n'ont pas d'obligation directe, en revanche, ils sont très fortement incités à intégrer des critères ESG dans leur politique d'investissement. Pourquoi ? Parce que depuis la loi transition énergétique, qui vient d'être modifiée par la loi énergie-climat, les sociétés d'assurance et les sociétés de réassurance, tout comme les sociétés de gestion d'ailleurs, ont une obligation de publier chaque année un rapport qui indique la manière dont un acteur de l'assurance ou de la réassurance va intégrer des critères ESG dans sa politique d'investissement et dans les investissements qu'il réalise. Dans ce rapport, il va aussi détailler les critères utilisés, la méthodologie et la façon dont il l'applique. Il doit aussi mentionner en quoi il va contribuer à la transition énergétique et écologique. Et par ailleurs, il va être obligé aussi de dire comment il exerce ses droits de vote liés aux investissements intégrant des critères ESG.
La nouveauté, c'est que assureurs et réassureurs, maintenant, dans le cadre de leur politique de gestion des risques de durabilité, vont également devoir donner une information sur les risques liés au changement climatique et sur les risques pesant sur la biodiversité. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie active, passive, et c'est pour la réglementation actuelle. Qu'est-ce qui attend les assureurs et les réassureurs dans un avenir proche ? C'est là où on prend des notes, en fait. Oui. Alors, l'EIOPA a eu l'occasion de rendre un avis en septembre 2019. L'EIOPA, c'est l'autorité de contrôle européenne des assureurs, des réassureurs et des fonds de pension. Et donc, l'EIOPA a rendu un avis sur l'intégration de la durabilité dans Solvabilité 2. Et à cette occasion, qu'est-ce qu'a dit l'EIOPA ? L'EIOPA a dit les réassureurs et les assureurs devraient, pour l'évaluation de leurs passifs, intégrer les risques liés au changement climatique. De même, l'EIOPA a indiqué que pour les calculs de besoins en fonds propres, les risques liés au changement climatique devraient également être intégrés. Et enfin, ce qu'a dit l'EIOPA, c'est que pour ce qui est de la politique de souscription et d'investissement, assureurs, réassureurs et fonds de pension devraient prendre en compte les risques, l'impact de ces politiques en matière de risques de durabilité. Donc, on peut penser que la réglementation Solvabilité 2 va évoluer assez rapidement. La preuve en est qu'en novembre dernier, l'EIOPA a lancé une consultation publique sur la manière, sur la méthodologie qui est à prendre en compte pour le calcul des besoins en fonds propres liés au risque CatNat, en formule standard. D'accord. Wendal, je pense que je sais qu'au niveau du groupe CCR, on a commencé à rédiger un rapport ESG. Est-ce que de votre côté, chez AXA Climate, c'est quelque chose que vous envisagez, que vous faites déjà ? Alors nous, on est quand même une petite entité du groupe AXA, mais effectivement, au niveau du groupe AXA, il y a des rapports d'engagement sur toute la politique responsable et sociétale du groupe. Et nous, effectivement, AXA Climate participe à quelques chapitres, mais c'est beaucoup plus large. D'accord, donc il n'y a pas de document spécifique avec AXA Climate, ça reste au sein du groupe. Exactement. J'imagine que c'est certainement la même chose. C'est pareil pour nous. Alors, il y a un rapport au niveau d'AXA IM, mais évidemment, on fait partie du rapport. Enfin, on est mentionné dans le rapport au niveau du groupe AXA. D'accord. Et de votre côté, est-ce que vous avez... Parce qu'on se rend compte quand on écoute Clarisse que c'est quand même assez touffu quand même, tout ce qui est en train d'arriver sur les ESG. Est-ce que vous avez une personne qui réfléchit à ça, pas à temps plein mais pas loin ? Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un en interne qui doit porter ce sujet-là ou pas encore ? Au sein de la société de gestion d'actifs, donc AXA IM, on a une équipe qui s'appelle RI, Responsible Investment, qui est là pour coordonner en effet les méthodologies entre les différents départements, les différentes équipes. Et il y a aussi maintenant depuis quelques années des entre guillemets correspondants RI dans les différents départements. L'objectif à terme au sein de la société de gestion d'actifs, c'est d'avoir les experts RI directement dans les équipes. Bien sûr. Et plus nécessairement au niveau d'une équipe centrale. Mais il y a quand même besoin, notamment actuellement, puisqu'on est quand même dans une période où il reste des choses à faire, d'implémentation, de méthodologie, etc., de s'assurer d'une certaine cohérence. Et donc, au niveau d'AXA IM, il y a une équipe RI au niveau d'AXA IM, et puis après, au niveau de sous-départements, il y a aussi des correspondants vraiment responsables de ces sujets. D'accord. T'en es pas là, toi ? Non, nous, on est une structure d'une centaine de collaborateurs, donc c'est une taille un peu plus... on est évidemment la taille en dessous. Néanmoins, nous sommes très conscients à AXA Climate donc du rôle que l'on peut avoir et d'un engagement qu'on peut porter justement pour avoir une politique de souscription dirigée
vers des segments ESG. Et donc, cette question du staffing, en fait, dont tu parles, est centrale parce que justement, c'est ce qui va nous permettre de donner du focus. Donc oui, on est en train de constituer une équipe en ce moment avec pour justement donner une direction et une impulsion à tout ce que l'on veut faire. C'est nécessaire. Oui, bien sûr. Alors bon, je n'ai pas présenté tout à l'heure Quentin, mais enfin, on a l'habitude. Donc Quentin depuis Londres pour changer, donc toujours chez Willis Securities, senior vice president. On a commencé un petit peu à rentrer dans le sujet de l'ESG. On a abordé tant la question à l'actif qu'au passif. On a même touché du doigt avec François l'impact que ça peut commencer à avoir au niveau des ILS. Est-ce que toi, Quentin, tu pourrais nous donner une vision un peu plus large justement sur les défis que ça représente pour l'industrie des ILS et éventuellement des opportunités et de ce qu'il faut faire pour essayer de mettre en place tous ces travaux sur le ESG au niveau des ILS? Oui, merci Mathieu. Donc aujourd'hui, effectivement, on constate donc l'existence d'une régulation, d'une demande des investisseurs et aussi des cédantes, pas forcément partout dans le monde, mais en tout cas assez forte en Europe. Et ça s'est traduit par des initiatives, mais pas forcément coordonnées. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau des investisseurs, certains ont vu l'ESG comme une façon opportuniste de lever de l'argent en surfant sur la vague. D'autres font un travail de fond un peu plus sérieux. Et puis enfin, une autre partie, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, qui est beaucoup plus passive sur le sujet. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation, elle n'est pas focalisée sur les ILS. Elle s'est centrée sur d'autres produits financiers, notamment les actions, maintenant un peu plus les instruments de dette. Mais elle a donc, comme elle n'est pas spécifique aux ILS, elle a laissé un peu chacun à sa propre interprétation. Et c'est pour ça que toutes ces initiatives aujourd'hui sont pas très coordonnées. La question fondamentale est donc d'abord comment représenter les caractéristiques particulières d'un ILS dans le cadre d'une définition de l'ESG. Donc, il y a plusieurs niveaux de lecture. En premier lieu, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple, c'est la structure financière, le montage financier de l'ILS. Est-ce que ce montage répond aux problématiques ESG? On parle ici d'éléments peut-être assez opérationnels, par exemple l'utilisation d'un SPV, en France un FCT. Est-ce que ce FCT a une gouvernance qui remplit aux questions, aux problématiques ESG? Il y a aussi, dans tous les ILS, il y a la levée de collatéral, puisqu'en fait, quand l'ILS est vendu, on lève des fonds. Ces fonds sont investis dans un compte de collatéral et servent comme garantie pour le cas où il y a des sinistres à payer. Ce collatéral doit-il répondre à des éléments ESG? Doit-il être investi dans des titres financiers? Et donc, par exemple, on utilise notamment la Banque européenne de reconstruction et de développement sur les 4 bonds en Europe. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui permet de valider des critères ESG ou pas? Mais ensuite, il y a un problème peut-être un peu plus fondamental qui est au niveau du contrat de transfert de risque lui-même. Est-ce qu'un contrat de réassurance, c'est quelque chose d'ESG? Alors, il n'y a pas de réponse unique aujourd'hui qui a été apportée par les investisseurs. Il y a probablement 3 lignes de lecture. Il y a l'approche simplificatrice qui consiste à dire que par définition, la réassurance est ESG parce qu'elle contribue à la reconstruction. Aujourd'hui, certains investisseurs ont pris cette ligne-là et disent comme la réglementation européenne n'est pas très claire sur le sujet, on va dire que comme la réassurance c'est la reconstruction, ça qualifie article 8, zoupla, on passe à autre chose. Ça marche peut-être pour le moment, on verra à moyen long terme si c'est suffisant. Après, il y a une approche plus documentée, probablement identifiée par François et puis par d'autres, qui essaye d'identifier un peu le sous-jacent, c'est-à-dire qui sont les cédantes ultimes qui bénéficient de la protection. Et puis ensuite, on essaye de classifier ces cédantes, et puis si ces cédantes répondent aux critères ESG, alors on valide que le transfert de risque est ESG, et puis ça permet ensuite à des investisseurs finaux d'investir dans les fonds de ces personnes. Et c'est déjà un avantage, une avancée considérable par rapport à ce qui se faisait avant.
Enfin, il y a une troisième voie qui est encore plus complexe, qui essaie de déterminer dans quelle mesure l'acte de réassurance aide à promouvoir des considérations ESG. Donc, c'est par exemple notamment le cas quand Gwendal va commercialiser une police, mais dans son acte de commercialisation, il va faire un vrai travail d'éducation ou d'une prise de conscience des enjeux climatiques. Donc, dans quelle mesure on arrive progressivement à terme à aller plus vers cette troisième voie, c'est à voir. Aujourd'hui, donc, comme je l'ai expliqué, la régulation n'est pas très claire au niveau des ILS. Donc, il s'agit probablement de trouver en premier lieu une voie médiane entre du greenwashing pur et puis une réelle application d'une méthodologie ESG robuste. La réalité, c'est que les cédantes ont le choix, elles ne sont pas obligées de faire des ILS, donc il faut aussi trouver un compromis entre essayer de faire mieux et puis en même temps faire en sorte que ce soit pas trop compliqué, pas trop onéreux. Au final, la cédante peut toujours aller vers le marché de la réassurance. Le marché de la réassurance commence à s'intéresser aux problématiques ESG, mais bon, les deux marchés sont un peu en concurrence l'un avec l'autre. Il y a un dernier. Vas-y, Mathieu. Excuse-moi, Quentin, mais du coup, à t'écouter, j'ai le sentiment finalement qu'aujourd'hui la balle, elle est principalement dans le camp des investisseurs plutôt que dans le camp des sponsors ou des cédantes. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, les investisseurs, ce sont eux qui vont bénéficier de la certification ESG et qui ensuite vont pouvoir promouvoir cette certification auprès de leurs propres investisseurs finaux. Donc, c'est un peu eux qui sont en charge qui sont responsables de faire bouger les choses. Mais au final, l'information, elle provient des cédantes. Donc, il va falloir que les cédantes s'adaptent à ce que les investisseurs demandent. Alors, ça va être comme toujours une sorte de compromis progressif, puisque à chaque fois que, ça fait plus de travail pour les cédantes, vont-elles être d'accord pour le faire? Peut-être à court terme, elles se rendent pas forcément bien compte, mais à moyen terme, on va avoir de plus en plus de pression des investisseurs. Et puis une méthodologie commune va probablement se mettre en place au niveau du marché. Et puis, tout le monde sautera le pas. De toute façon, l'ESG, c'est là pour durer. Donc, oui, voilà. Il faut bien s'y mettre à un moment ou à un autre. Donc, les cédantes ont dès maintenant intérêt finalement à prendre le sujet à bras le corps, ne serait-ce que pour pouvoir simplement répondre à certains de tes investisseurs qui demandent à ce que ça soit ESG compatible. Est-ce que, aucun de vous deux de rebondir un petit peu? Moi, je veux bien rebondir sur cette partie-là parce qu'en effet, il y a, pour nous, en tout cas, dans notre méthodologie de rating ESG au niveau des actifs ILS, il y a certains des composants que Quentin vient de mentionner, notamment le collatéral, le sponsor, les bénéficiaires ultimes et le SPV. Donc, pour nous, ça, c'est en effet 4 éléments qui sont importants à prendre en compte lorsqu'on investit dans un ILS, et que ce soit cat bond ou réassurance collatéralisée, LW, etc. Mais là où ça pêche pour nous, c'est surtout au niveau des bénéficiaires ultimes. Autant les sponsors, on a des ratings ESG parce que la majorité, pas tous, mais la majorité des sponsors ou des cédantes sont des gros assureurs et assureurs pour lesquels il y a des ratings ESG. Sur la partie collatérale, c'est aussi en effet un sujet très important et probablement des choses peuvent être améliorées. Et ça, c'est un axe de certaines cédantes, notamment Generali, qui a défini un cadre, un green framework, comme ils disent, pour leurs investissements ou leurs émissions, à la fois green bond, mais aussi émissions cat bond. Et qui focalise beaucoup sur cette partie collatérale. Certaines choses peuvent être faites, mais quand on investit dans un ILS, l'objectif, c'est pas de prendre du risque de crédit. Donc, l'IBRD a un programme vert et dans les dernières émissions, ce programme vert a été utilisé pour le collatéral. Donc, il y a des choses qui sont faites sur le collatéral et ça, c'est assez facile d'avoir un rating. Sur la partie SPV, on sait où sont situés ces SPV. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. J'ai une très bonne question pour toi, ce sujet. Voilà. Et puis après, il y a quand même les bénéficiaires ultimes. Moi, j'en ai parlé plutôt sous l'angle potentiellement exclusion, en tout cas limiter les expositions sur des corporates qui seraient dans l'industrie, je sais pas, de l'huile de palme, etc. Mais dans notre questionnaire sur les bénéficiaires ultimes, on aborde aussi d'autres problématiques sur des polices d'assurance verte, par exemple, avec des réductions si c'est une voiture électrique ou si la maison est neutre en termes d'émissions carbone.
Donc nous, on essaye de travailler aussi sur ces sujets-là dans notre méthodologie, mais on est confronté à un problème d'information, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à avoir des informations de la part des cédantes. Après, je pense que la réglementation, et notamment les IOPA, va inciter de plus en plus les assureurs, en tout cas les assureurs et assureurs européens, à donner plus d'informations sur cette partie passif et non plus que sur la partie actif. Ouais, c'est une évidence. Toi, Sébastien, tu investis également dans des ILS. Alors, c'est pas ton cœur de métier. Est-ce que, enfin, t'en es pas encore au niveau de François, j'imagine, mais Ah non, pas du tout. Mais c'est vrai que la particularité, en tout cas qu'on a peut-être au niveau de la CCR, c'est qu'on est à la fois acteur de la réassurance, mais en même temps, on achète des produits ILS effectivement à l'investissement. Donc je trouve que dès lors qu'on a la capacité au passif d'analyser les risques sous-jacents et qu'on estime que les produits sont intéressants d'un point de vue investisseur, on a la capacité en fait du coup d'être dans les deux sens sur un même type de risque. Et il y a une autre explication pour moi qui est relativement importante, c'est que d'un point de vue ALM, je veux dire, c'est un actif d'un point de vue strictement du point de vue de l'investisseur, je veux dire. Ce n'est pas corrélé à un risque de taux, un risque de crédit, c'est véritablement un risque diversifiant par rapport à l'univers financier dans son intégralité. C'est-à-dire que d'un point de vue ALM, c'est véritablement un produit qui offre une vraie diversification dès lors que quasiment l'intégralité des produits financiers aujourd'hui sont très sensibles à la politique monétaire des banques centrales, à l'évolution des taux ou de la conjoncture économique, ce qui est quand même moins le cas pour l'ILS. Donc d'un point de vue ALM, ça a un véritable sens. Et après, d'un point de vue ESG, donc ça c'est encore des choses qui restent effectivement à éclaircir. Il y a beaucoup de réflexions de ce point de vue-là, mais en tout cas, il y a un aspect qui me semble intéressant à creuser, c'est l'aspect impact. On a des fonds d'impact. Je veux dire, un investisseur qui achète un ILS, aujourd'hui, se retrouve exposé à un risque lié aux catastrophes naturelles, donc lié à un risque climatique. Et donc, à ce titre, c'est véritablement un fonds, c'est véritablement un actif green, exposé au climat, mais avec un caractère d'impact du point de vue des pertes que subirait l'investisseur en cas de hausse de la sinistralité suite à une augmentation de la température, du climat sur un certain nombre d'années. Donc, il y a véritablement un aspect aussi relativement particulier et intéressant du point de vue de la nature du risque, d'un point de vue d'un investisseur, mais également du point de vue ESG, qui pourrait être, encore une fois, selon les interprétations, etc., mais qui pourrait être considéré comme un actif vert et à impact. Enfin voilà, c'est simplement quelques petites réflexions pour rebondir, mais en tout cas, c'est un peu disons l'état d'esprit dans lequel nous on perçoit un peu les actifs ILS au niveau des investissements. Bon bah c'est pas simple, Quentin, on est d'accord. Beaucoup de travail, effectivement. Est-ce que tu voulais préciser encore certaines choses sur un petit peu ce qui se passe au niveau des ILS ou... Peut-être très brièvement, en fait, il y a la réglementation, mais il y a aussi tout ce qui est notation, label, etc. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas vraiment de label ILS avec une méthodologie clairement définie de la part des agences de notation. Donc ça encore, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler dans les années à venir pour que ça permette de rendre le transfert d'informations auprès des investisseurs des investisseurs finaux, peut-être un peu plus simple. D'accord. Très bien. Gwendal. Non, mais pour réagir, effectivement, les cédantes ont une responsabilité. Et c'est plus simple pour toute la chaîne si effectivement les cédantes, by design, dès la conception de leurs produits, peuvent bien sûr, il y a des politiques de souscription, mais aussi mettre en avant certaines lignes de produits qui soutiennent les transitions, qui ont de l'impact pour des populations vulnérables ou qui viennent protéger du capital environnemental et n'importe où dans le monde. Et je pense qu'il peut y avoir de l'appétit pour des investisseurs par rapport à ce genre d'exposition. Et donc du coup, c'est vraiment aussi c'est pas qu'un sujet, parce que j'ai l'impression aussi, c'est pas qu'un sujet au niveau des investisseurs. Je pense qu'il y a une prise de conscience aussi. Enfin,
et un engagement peut-être, un pas supplémentaire à faire. Oui. Parce que beaucoup a déjà été fait quand même, mais un pas supplémentaire pour justement orienter les politiques de souscription vers plus d'impact justement, et favoriser les transitions. Toi, si demain tu devais émettre un ILS, tu travaillerais en amont justement pour essayer de faire en sorte de pouvoir répondre au plus de critères possibles ESG ou parce que bon, c'est quand même un travail assez important. Oui, et alors on a à AXA Climate, donc comme notre nom l'indique, on est sur des sujets d'exposition climatique. Et de transfert de risque justement de ces anomalies climatiques. Et que ce soit pour les corporates, les grands corporates, ou pour des populations, ou des institutions, des gouvernements. Donc en fait, on a envie de s'engager un pas supplémentaire pour justement avoir une conception de produits, pas simplement des politiques de restriction de certains autres secteurs, mais de concevoir des produits. On est toujours sur les courbes en J, c'est-à-dire que pour l'instant c'est pas beaucoup de business, mais ça peut le devenir. Des produits qui justement permettent grâce à comment l'assurance peut permettre certains secteurs de faire des transitions. Je pense notamment à l'agriculture, où demain il y a moins de chimie, il y a moins d'intrants, et comment avec moins on peut quand même réussir à maintenir des rendements ou des revenus, et comment l'assurance peut justement avoir un rôle face à cette transition, et donc des nouveaux risques vont émerger, et on pense que justement que ça fait sens par rapport d'une part une politique de souscription, puis d'autre part par rapport à un appétit ESG d'éventuels investisseurs. Ce qui est bien en t'écoutant, c'est que finalement on se rend compte que tu fais pas ça pour cocher des cases et faire plaisir à tes investisseurs, tu fais ça pour AXA Climate parce que ça correspond à votre philosophie en fait, de faire en sorte que vos assurés quelque part puissent bénéficier de cet élan qui va leur permettre d'améliorer leur rendement, de faire tout un tas de choses, quoi. C'est vrai que on est proche de nos clients, on est toujours dans des démarches de co-construction, et c'est vrai que c'est un défi collectif, donc il faut que tout le monde se mette autour de la table. Et effectivement, on a cette passion de le faire comme ça. Bon, c'est très bien, c'est très bien, très bien. Écoutez, je vous propose qu'on essaie d'un petit peu de s'orienter maintenant un petit peu plus sur la place de Paris et comment elle pourrait se positionner par rapport à cette problématique ESG. Alors Clarisse, tu le sais mieux que personne, quand on fait un ILS à Paris, on passe par un fonds commun de titrisation. Celui-ci est déjà un fonds en tant que tel. Quel est l'impact finalement de cette politique ESG sur un FCT ? Alors, je vais te répondre naturellement du point de vue de la réglementation. La réponse, en fait, elle n'est pas automatique, pas de soi, puisqu'on pourrait a priori penser que dans la mesure où c'est un fonds d'investissement, un fonds commun de titrisation supportant des risques d'assurance, être soumis à des exigences de reporting, notamment en matière de risque de durabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et là François le sait beaucoup mieux que moi, c'est que depuis l'entrée en vigueur du règlement SFDR, et cette entrée en vigueur, c'était le 10 mars dernier, pour certaines dispositions. En fait, c'est un règlement qui impose à certains acteurs du marché de la finance, principalement les sociétés de gestion, d'avoir une certaine transparence en ce qui concerne les risques en matière de durabilité, et aussi de tenir compte de ce qu'on appelle les incidences négatives en matière de durabilité. Le règlement SFDR, il s'applique, si je ne me trompe pas, aux OPCVM et aux fonds d'investissement alternatifs.
La petite subtilité qu'il y a, c'est que les fonds communs de titrisation ne sont pas des fonds d'investissement alternatifs. Donc, ils ne sont pas captés par la réglementation européenne, SFDR, et il n'y a donc pas, à proprement parler, de réglementation applicable, de transparence sur les fonds communs de titrisation. Donc finalement, pas d'impact concret et immédiat pour un FCT. Pas obligatoire en tout cas. Pas obligatoire, on est d'accord. Voilà, après, pas obligatoire. Après, on peut imaginer qu'une société de gestion ou alors le sponsor de l'ILS souhaite qu'il y ait soit une prise en compte de critères ESG, tant à la souscription que sur le collatéral, et qu'il y ait aussi une certaine transparence en matière de documentation, puisqu'en fait cette transparence, elle est inscrite dans la documentation contractuelle. D'accord, ok, très bien. J'ai une question qui m'intéresse particulièrement par rapport à la place de Paris, et je vais m'adresser à François, mais c'est une question qui reste ouverte également pour Quentin et pour toi Sébastien, c'est l'aspect fiscalité, qui est un point, à mon sens, assez important dans la partie ESG sur un ILS. Est-ce que, toi, à la place de Paris, typiquement, tu as une fiscalité qui est escalée quand tu établis un ILS à travers un FCT, alors que la plupart des ILS sont constitués à partir de SPV et de droit anglo-saxon, qui ont une fiscalité qui est beaucoup plus, on va dire, souple, pour faire simple. Est-ce que finalement, pour un investisseur final qui se préoccupe de ces questions ESG, le fait d'avoir un ILS qui soit de droit français avec une fiscalité qu'on va qualifier de fair, est-ce que c'est un avantage, est-ce que c'est un inconvénient? Comment tu vois les choses, toi? Je suis pas sûr de voir la problématique en termes de fiscalité. Il y a certainement une problématique en termes de ESG et je vais en parler dans un deuxième temps, mais d'un point de vue purement fiscal, les SPV qui sont utilisés pour les 4 bonds sont principalement basés aux Bermudes, en Irlande, aux îles Caïmans historiquement, mais de moins en moins, et de plus en plus Singapour, qui développe un vrai marché, et puis dans une moindre mesure maintenant en Angleterre. Mais aujourd'hui, nous, quelle que soit la localisation du SPV, on gère des fonds qui, eux, sont basés en Europe, en l'occurrence en Irlande ou au Luxembourg. Et finalement, sur les intérêts que nous, on touche au titre de ces investissements, ces notes, on ne paye pas de taxes. C'est-à-dire qu'il y a une transparence et finalement, c'est nos investisseurs à nous, en fonction de la localisation où ils se trouvent, enfin, où ils sont, que eux vont payer des taxes. D'accord. Donc, d'un point de vue purement taxe, je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie problématique ou un vrai avantage de Paris par rapport à d'autres places, même si d'un point de vue purement ESG, c'est vrai que certains investisseurs n'aiment pas que les SPV soient basés aux Bermudes ou aux îles Caïmans, pour en citer deux. Tout simplement parce que pour certains investisseurs, c'est des places qui ont été sur des listes noires, voire ou grises, ou qui font des allers-retours, exactement. Aujourd'hui, ni les Bermudes ni les îles Caïmans sont sur la liste noire européenne. Mais les îles Caïmans, ça fait pas si longtemps qu'ils en sont sortis. Donc c'est vrai que pour certains investisseurs, cette domiciliation du SPV est une vraie problématique. Et c'est pour ça, comme le mentionnait Quentin, que de notre point de vue, c'est quelque chose qui doit être pris en compte lorsqu'on analyse une transaction d'un point de vue risque réputationnel, etc. Et dans notre rating ESG, comme je le mentionnais. D'accord, on est plus sur une problématique de réputation qu'autre chose. Oui, parce que pour moi, d'un point de vue fiscalité, ça ne changerait pas grand-chose qu'on investisse dans un FCT ou dans un SPV. L'investisseur final étant devant payer ses taxes. C'est lui qui paiera les impôts et les taxes. D'accord, intéressant. Quentin, tu veux rajouter quelque chose éventuellement ou pas nécessairement? Non, je pense que François l'a très très bien résumé et je pense que ce que François a dit est partagé par l'ensemble de la profession. Donc non, je n'ai rien d'autre à rajouter. Parfait. Sébastien, pas plus? Non. Très bien. Bon, écoutez, on va passer à la suite. Wendal, on parle de la place de Paris. Est-ce que tu penses justement que les assureurs français ont intérêt finalement à avoir une démarche proactive à ce niveau-là, au niveau de l'approche ESG et particulièrement au passif?
est-ce que tu penses que ce serait une valeur ajoutée de se concentrer sur des mesures à prendre au passif et le plus possible, en sachant que c'est un sujet qui est quand même très complexe? Oui, alors je vais pas faire autorité, je pense, sur le sujet. Les assureurs français, évidemment, s'engagent et ça depuis de nombreuses années déjà. Ce qui va quand même peut-être favoriser les débats, c'est peut-être une meilleure compréhension commune, que les sujets environnementaux soient vraiment intelligibles par tout le monde. Et peut-être, et je réponds pas tout à fait à la question, mais est-ce que finalement on ne devrait pas aller vers une comptabilité environnementale pour avoir la prise en compte dans des états financiers du capital environnemental, des traitements de débit, crédit, qui font l'objet d'un monitoring, d'une gouvernance, d'action pour justement essayer pour gérer les risques. Et ça, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de travail de recherche sur ce sujet-là, et je pense que ça dépend aussi de beaucoup d'institutions internationales de comptabilité, etc. Donc, si ça arrive, ce sera pas que à Paris, mais ça va favoriser aussi l'élan, les débats, d'avoir une compréhension commune et en termes de risques, donc d'engagement, de responsabilité, et ça va favoriser forcément des approches différentes. Une sorte d'IFRS 17 vert, quoi, pour faire simple. Ouais, mais je pense qu'on en est loin, mais il y a quand même, il faut le saluer, il y a beaucoup de recherches qui montrent que ce serait un énorme pas, en fait, qui irait qui est au service de cette transition, justement. Et du coup, Quentin, comme le souligne Gwendal, c'est vrai que c'est assez compliqué d'avoir une approche qui soit commune. Est-ce que de ton côté, tu penses que la création d'un label ESG, alors on peut commencer éventuellement par faire un label à Paris, de façon à ce que les émetteurs, même s'ils émettent dans des juridictions offshore, entre guillemets, d'avoir un label ESG ILS, est-ce que c'est quelque chose qui te semble une bonne idée, faisable, ou est-ce que c'est totalement utopique? À terme, c'est faisable. Dans le futur très proche, c'est probablement utopique. Il n'y a pas encore de coordination au niveau des différents acteurs sur une définition ESG-ILS. Alors, on voit bien que la réglementation européenne, par exemple, force les gens à aller dans une certaine direction. Aujourd'hui, elle n'est pas encore vraiment centrée sur elle s'adapte pas vraiment aux problématiques ILS. Mais ça, c'est transitoire. À terme, on suppose quand même que la réglementation, le régulateur va essayer de voir produit par produit, et puis un jour, on va bien arriver au point des ILS. On voit aussi que les investisseurs finaux commencent à mettre de plus en plus de pression, et cette pression arrive au niveau d'investisseurs dédiés, spécialisés, comme François, et donc progressivement vers les cédantes. Donc, il faut savoir qu'il y a 2 ans, personne parlait de ESG. Aujourd'hui, tout le monde parle de ESG. C'est fait pour durer. On voit bien qu'il y a un développement, une pression pour que les choses s'organisent. Est-ce que cette organisation doit prendre la forme d'un label particulier? Est-ce qu'elle doit se faire dans le cadre de la réglementation? Est-ce que ça doit être plus une sorte de compréhension générale de tout le monde? C'est pas encore très clair, et ça va vraiment émerger dans les mois et années à venir. Mais la première chose à faire, je pense, et François l'a très bien indiqué, c'est de la remontée d'informations et de la collecte d'informations. Parce que tant que les cédantes ne seront pas à même de savoir elles-mêmes qu'est-ce qu'il y a dans leur portefeuille, les enjeux ESG au niveau de leur portefeuille, on ne pourra pas aller bien loin. Et donc ça, à mon avis, c'est la première étape qu'il va y avoir. C'est-à-dire que de la même façon qu'aujourd'hui on fait de la KYC pour éviter les risques de financement du terrorisme ou de blanchiment d'argent sale ou de ce genre de choses, à terme, il me semble quand même assez probable que les compagnies d'assurance se mettent à faire de même au niveau des enjeux ESG pour tous leurs clients à eux. Ça va probablement prendre pas mal de temps, mais
ça a l'air d'être la direction dans laquelle il faut qu'on aille tous au niveau de l'industrie. Tu penses que si un cadre commun doit se mettre en place, ça sera sous l'impulsion du régulateur ou des agences de notation, mais le marché va pas de lui-même proposer une démarche commune? Je ne sais pas très bien. Ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, c'est que tout le monde part un peu dans tous les sens. Ouais. Et du coup, à aujourd'hui, il n'y a pas encore de prise de conscience commune qu'il faille trouver une solution commune. Aujourd'hui, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et bon, à terme, je pense pas que ça marchera, puisqu'on se rend bien compte que les investisseurs finaux deviennent de plus en plus, se penchent de plus en plus sur la question. Et alors qu'il y a 2 ou 3 ans, un petit questionnaire à 3 questions, est-ce que vos cédantes investissent dans l'huile de palme, ça marchait, ça suffira pas dans le futur. Donc, est-ce qu'il faudra à ce moment-là qu'il y ait des mécanismes plus robustes au niveau des cédantes, et quelle forme cela doit prendre? Ça me semble assez inéluctable, mais quelle forme précise ça prendra, je ne peux pas le dire aujourd'hui. François, je t'ai vu tiquer sur ce point-là, sur les agences de notation, sur le régulateur. Exactement. Sur la partie agence de notation, moi j'ai eu des discussions il y a quasiment 1 an et demi avec elle, début 2020. J'avais contacté tous les acteurs du marché, que ce soit les banques ou courtiers qui structurent des cas de bond, mais aussi les agences de rating. Et elles n'ont pas envie d'aller dans cette direction-là. C'est-à-dire que leur métier, c'est pas de faire du rating ESG. Elles font du rating qui inclut des composants ESG, mais ils ne donnent jamais de rating pur ESG. Et je ne crois pas que ce soit la direction qu'elles veulent prendre. Après, je pense que les courtiers, les banques qui structurent des cas de bond ont un vrai rôle à jouer, puisqu'elles sont intermédiaires entre nous, investisseurs, qui avons un certain nombre de demandes, et puis les cédantes qui ont des contraintes ou pas. On a parlé des Américains qui sont quand même moins sensibles à ce sujet-là. Donc moi, je pense que les courtiers ont un rôle très important à jouer sur expliquer aux cédantes l'importance de discloser ces informations aux investisseurs finaux. Après, la partie régulation, je le vois positivement, mais potentiellement un peu négativement, au sens où on a parlé de SFDR au niveau européen, mais l'AMF a elle-même sa propre doctrine avec des contraintes qui sont un petit peu différentes. Et si chaque pays commence à multiplier ses propres contraintes qui sont un petit peu différentes à chaque fois, c'est déjà pas ça, le socle commun de questions auxquelles on aura besoin de répondre va aller croissant, ce qui sera problématique pour les cédantes. Donc moi, je pense qu'en effet, les investisseurs, les courtiers, les banques ont intérêt à travailler ensemble pour définir une sorte de liste de questions un petit peu standards ou communes auxquelles les cédantes devraient apporter des réponses, avec peut-être, en fonction des investisseurs, des questions supplémentaires, mais qu'on ait au moins un socle commun. Et quand un cas de bond est émis, les documentations sont disponibles sur un site qui s'appelle Intralinks, que ces informations-là soient données à l'ensemble des investisseurs, et idéalement, mais là je rêve peut-être un petit peu, que ces informations-là soient updatées sur base, je ne sais pas, annuelle ou bisannuelle. Il y a peut-être un créneau à prendre pour le coup là. Si les agences de notation ne rentrent pas dans ce créneau-là, c'est en effet peut-être au courtier ou à des nouvelles structures d'apparaître pour. Il y a un écosystème qui se structure pour mesurer tout, justement, comme des sociétés d'analyse financière, mais d'analyse ESG. Oui, alors juste le petit point, c'est que les agences de rating ont toutes racheté les agences extra-financières, donc elles ont bien compris l'enjeu et probablement dans les mois et années qui viennent, l'émergence de charges en capital sur du risque climatique, type SCR climat, des choses comme ça. Donc il va y avoir certainement, et les agences ont toutes racheté, les grandes agences extra-financières, que ce soit Standard & Poor's, Moody's, etc. Donc je pense qu'elles ont quand même compris l'importance que ça va revêtir dans les années à venir. Donc elles sont déjà mises en ordre de marche. Donc après, je ne sais pas si ça sera au niveau des agences, si elles seront providers de données ou autres. Mais en fait, la réglementation va avancer au niveau européen, à mon avis, à minima sur le règlement justement Solvency II. Je pense qu'à mon avis, on devrait à terme avoir le risque climatique qui soit pris en compte dans la charge en capital. Donc, en tout cas, c'est mon point de vue. Oui, parce que Quentin, c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais c'est que la charge en capital, finalement, c'est peut-être ça le vrai levier en fait pour inciter les gens à passer au vert, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots. Certes, mais d'un point de vue investisseur,
tous les investisseurs ne sont pas régulés avec des charges en capital. Donc effectivement, et d'ailleurs c'est ma compréhension qu'à partir de l'année prochaine, les assureurs et puis les banques auront des charges en capital différentes pour leurs investissements ESG. Donc ça, c'est effectivement un levier fort. Mais la plupart des capitaux dans cette industrie, au final, c'est des fonds de pension qui, eux, n'ont pas de charges en capital forcément calculées de cette façon-là. Donc est-ce que ça aura un vrai impact ? C'est à voir. Oui, c'est ça. C'est que soit on se tire une balle dans le pied, soit c'est un réel bénéfice. Mais pas forcément parce que si par exemple on dit aujourd'hui à la place d'avoir, enfin si c'est vu comme un bonus, en gros que c'est favorable pour un assureur ou une banque d'investir dans des investissements ESG, c'est positif. C'est quelque chose qui va voilà, chez vous par exemple chez CCR, ça va vous inciter à investir plus dans l'ESG. Et donc, ça va ensuite avoir un impact positif sur les cédantes qui verront bien que si elles émettent des investissements ESG, les banques, les assureurs sont capables de les acheter potentiellement avec des spreads plus favorables puisque en termes de coût du capital, ça diminue. Donc, c'est forcément positif. Ça incite les gens à aller dans le bon sens. La question, c'est est-ce que c'est suffisant si la moitié des investisseurs ne sont pas concernés ? Ouais, c'est un vrai sujet. Parce que du coup, finalement, pour essayer de conclure un petit peu sur ce sujet ESG qui est quand même relativement complexe et aride, est-ce que vous voyez des dispositions que finalement on devrait prendre éventuellement sur Paris pour essayer de favoriser un petit peu ce développement et cette démarche ? Est-ce que vous voyez des points particuliers à essayer de travailler ou au contraire, on va se laisser bercer et puis on va voir ce qui se fait au niveau européen ou voire au niveau mondial? Alors là, je regarde Quentin, mais enfin, ça s'adresse à tout le monde au demeurant. Donc, allez, vas-y, François. D'accord. Moi, je pense que l'AMF, depuis maintenant quelques années, je dirais depuis la COP21, les accords de Paris, l'ensemble des marchés, des régulateurs se sont appropriés ce sujet-là. Et je pense que l'AMF a été quand même à la pointe, ou en tout cas la France a été à la pointe sur pas mal de réglementations. Et aujourd'hui, ils poussent quand même beaucoup sur plusieurs axes, notamment la partie formation. Alors peut-être que pour les gens de l'assurance, ils ne le savent pas, mais les gérants doivent passer une certification AMF. Et dans cette certification, il y a un certain nombre de thématiques qui sont abordées, notamment l'éthique. Mais il y a aussi une partie maintenant investissement responsable. Et la part de cet investissement responsable, là, va prendre plus de poids dans l'ensemble des questions qui sont posées pour avoir cette certification. Donc il y a une partie formation sur laquelle l'AMF a déjà travaillé. Et puis, je l'ai mentionné assez rapidement, il y a aussi la doctrine AMF sur les produits ESG pour éviter le greenwashing, avec par contre des catégorisations, comme je l'ai dit, qui sont un petit peu différentes de celles de SFDR. Donc je pense que l'AMF a déjà fait beaucoup de choses. Comme je l'ai mentionné un petit peu avant, le risque, c'est que l'ensemble des places financières veuillent avoir leur propre cadre et que ça devienne très compliqué pour l'ensemble des acteurs de répondre à l'ensemble des attentes de ces régulateurs locaux. Et puis il peut y avoir un effet d'aubaine en fonction de la place où tu es, de marketer plus ou moins à tel endroit, de mettre tes fonds à tel ou tel endroit, évidemment. Tu es certifié vert ou pas? Alors, il y a une clause de grand-père, comme on dit, et donc j'ai la certification AMF sans l'avoir passée. D'accord. Wendal, tu vas rajouter quelque chose éventuellement? Non, je pense aussi, si on veut que la place de Paris émerge, il faut aussi que, au niveau des assureurs, les cédantes, on soit capable aussi de proposer des produits clairement ESG. Oui. Et de l'offrir, et tout le reste peut-être suivra. Oui. Ouais, très bon point. Sébastien, Alors, au niveau de la place de Paris, juste le point que j'ajouterais, c'est que la France a été le premier pays à émettre déjà des green bonds au niveau des États européens. Je pense qu'il y a pas mal de sujets sur lesquels la France a été moteur, en tout cas au niveau de la place de Paris. Mais on en parlait au niveau de la réglementation vis-à-vis de l'AMF, mais c'est vrai. Après, je pense que toutes les places se mettent en ordre de marche puisque ça devient quelque chose un cadre assez structurant sur ce que seront les marchés sur la place de Paris comme ailleurs, quoi.
Ouais, ça va rendre les choses encore un peu plus compliquées si tout le monde y va de sa petite mouture, quoi. Clarisse, éventuellement, non, tu passes ton tour. Allez, Quentin, t'as le mot de la fin. Oh, quelle responsabilité. Ben, à mon avis, c'est pas vraiment un problème de place en tant que tel, car l'ESG, ça vraiment, ça nous touche tous. Et puis bon, on voit bien que la réglementation s'applique plutôt au niveau européen. Bon, en espérant qu'il y ait plus de coordination, effectivement. Par contre, il y a clairement un rôle pour les acteurs français. On voit bien d'ailleurs que AXA IM, AXA Climate en sont de bons exemples. Ils se positionnent eux-mêmes au niveau de leur industrie comme des leaders sur la question ESG. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ESG, en ce moment, il y a une sorte d'effet de mode. Tout le monde veut en parler, c'est nouveau. C'est pas nouveau, mais c'est quelque chose que les gens veulent, dont les gens veulent parler aujourd'hui. Mais par contre, la prise en compte des principes ESG dans la finance, ça, c'est là pour durer. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de philanthropie, mais d'intérêt bien compris. Sur le moyen long terme, si on ne prend pas en compte les impacts ESG dans un investissement, il y a plus souvent que à l'inverse des conséquences négatives. Et les fonds de pension notamment, aujourd'hui, sont en train de faire un gros travail de fond dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui est en tâche de fond, sur la quantification des impacts des changements climatiques sur leurs investissements. Donc, on ne parle pas ici des investissements ILS, mais des investissements au sens large. Si j'investis dans un projet d'énergie, s'il y a du changement climatique, comment ça impacte de mon investissement dans 10, 15, 20 ans? Donc, au niveau de l'industrie, il y a une vraie prise de conscience que l'ESG, c'est pas simplement quelque chose pour vendre aux grands-mères, c'est super, c'est green, c'est génial, mais que c'est vraiment quelque chose qui a un impact économique réel, que le changement climatique, c'est quelque chose qui va avoir des conséquences négatives sur tous les investissements financiers, puisque ça va créer des contraintes supplémentaires. Si, au niveau de notre classe d'actifs, les ILS, on prend en compte ces éléments de façon proactive, alors on va réussir à capter plus de flux d'investissement à moyen long terme. Et ce sera bénéfique pour tout le monde. Ça permettra de réduire les spreads pour les émetteurs. Ça permettra aux intermédiaires financiers comme AXA IM de jouer un rôle plus important et de capter des flux supplémentaires. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Mais c'est pas vraiment une question de place, c'est plutôt une question au niveau de chacune de ces sociétés de prendre à bras le corps le sujet ESG et de se l'approprier pour en tirer bénéfice financier personnel. Et puis, par chance, c'est quelque chose de bien, l'ESG, pour le monde de façon générale. Mais si on part du point de vue qu'on fait de l'ESG pour faire du bien dans le monde, je pense qu'on n'ira pas très loin, malheureusement. C'est plutôt qu'il faut prendre en compte l'ESG pour son propre intérêt personnel. Et c'est comme ça que ça avancera. Écoute, c'était le mot de la fin. Merci Quentin, merci à tous. Et puis, écoutez, à une prochaine fois. Merci. Merci. Avec plaisir. Merci. Merci.